J'ai un compte perso sur Facebook depuis 2009, je crois. Alors, j'ai un compte sur Facebook. J'ai un compte Facebook depuis... Oui, j'ai un compte sur Facebook. J'ai un compte sur Facebook depuis bien trop longtemps. C'est sûrement la plateforme qui sait le plus de choses de nous, notre façon de nous informer, notre façon de communiquer avec les autres. On se divertit sur Facebook, on s'informe sur Facebook, on discute sur Facebook. Je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui de se politiser sans Facebook. Moi, je me demande vraiment comment Facebook choisit, en fait, ce qu'il nous donne à voir. J'aimerais comprendre comment est-ce que Facebook utilise ce que nous, on leur donne. Des likes par-ci, des amitiés par-là. On ne sait pas comment ça marche. Facebook, c'est une entreprise commerciale qui a un rôle politique. Bonjour à tous et merci d'accepter de participer avec nous à ce projet. Notre idée, afin d'essayer de mieux voir ce qui se passe aujourd'hui dans les différentes élections, c'est d'aller voir sur Facebook comment se fabrique une opinion politique. On va créer un certain nombre de profils Facebook. Chacun de ces profils Facebook va correspondre à une couleur politique et on va essayer de mesurer comment une opinion politique se fabrique presque en temps réel sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Thomas Huchon et les jeunes face à moi sont des étudiants journalistes à Sciences Po. Je suis réalisateur. Depuis 5 ans, j'enquête sur les réseaux sociaux et leur impact sur nos sociétés. À l'occasion des élections européennes, j'ai imaginé une expérience inédite. Une enquête digitale pour mesurer l'influence de Facebook sur la formation de nos opinions politiques. Pourquoi Facebook ? Eh bien parce que le plus grand réseau social du monde a pris une place prépondérante dans nos vies. Aujourd'hui, 2,5 milliards de personnes y sont inscrites. 40 millions en France. En moyenne, les Français y passent près d'1 heure par jour. Facebook a bien changé depuis qu'il est entré dans nos vies il y a 15 ans. Hier, il nous permettait surtout de partager nos photos de vacances, des vidéos de soirées entre amis ou de petits chats. Aujourd'hui, tout est différent. La plateforme est en effet devenue la principale source d'information pour près de la moitié des utilisateurs français. Facebook et les réseaux sociaux sont en train de bouleverser tout l'écosystème de la circulation de l'information aujourd'hui. Ça fonctionne pas du tout comment vous l'avez décidé ou comment je l'ai décidé, mais ça fonctionne de la façon dont Facebook l'a décidé. Depuis 2 ans, Facebook est sous le feu des critiques. Omniprésent, trop puissant, accusé de manipuler l'opinion, voire de bouleverser la démocratie. Facebook a totalement modifié le rapport de ses utilisateurs à la politique. Quand on parle de milliards d'utilisateurs de Facebook, on parle essentiellement des profils. Un profil, c'est tout simplement un individu. Vous rentrez quelques petites données et à partir de là, vous êtes dans l'écosystème Facebook et vous pouvez, cette fois-ci, interagir avec les contenus qui sont présents dessus. Chacun des infiltrés va nourrir son profil, avec des informations, ville d'origine, lieu d'études, pour donner vie à son personnage et apparaître comme une vraie personne sur Facebook. Si c'est un peu compliqué. T'en es où ? Je m'invente une vie. Je veux dire que je viens de mon lycée. Une fois les 6 profils créés, il faut choisir une photo comme n'importe quelle personne sur Facebook. Un choix qui pourrait paraître banal,
Il n'a en fait rien d'anodin. La photo, c'est un élément clé pour la crédibilité de nos profils. C'est ce que l'on voit en premier quand on consulte votre compte. C'est donc crucial pour la réussite de notre infiltration. Pour choisir ces clichés, nous nous inspirons de photos de profil de sympathisants politiques trouvés sur Facebook. En fait, j'ai remarqué qu'ils ne se montraient pas vraiment sur leur photo de profil. Je pense que la photo de profil, ça rassure énormément les gens à qui on demande de devenir amis. I looked at what Republicans look like and what they posted and what they did. I found a picture of me skiing because I know skiing is an activity for people that have money and people that have time, and a sign that's in English so people can see that I travel. J'ai choisi une photo classique, assez sobre, donc allongée dans l'herbe avec un paysage français. Si vous voulez vraiment rentrer quelque part dans un groupe en n'étant pas un élément dissonant, donc en n'étant pas un élément qui va sonner faux, il faut que vous repreniez ces codes visuels-là. Vous enverrez des codes qui permettront de plus facilement vous reconnaître comme étant similaires aux autres identités de ce groupe-là. Au bout de quelques jours, nos profils commencent à être crédibles. Nous devons désormais, comme n'importe quel profil le ferait, liker des pages. Normalement, ce que les profils verront défiler sur leur mur durant 3 mois va dépendre de ces likes. Mais nous verrons rapidement que ce n'est absolument pas le cas, et que Facebook en décide autrement. Pour ce qui est des pages, c'est essentiellement utilisé par des institutionnels, des organisations, des personnalités, et notamment des politiques. Chaque profil va donc liker les pages qui correspondent à l'orientation politique que nous lui avons attribuée. Je suis le profil affilié au divers gauche, donc tout ce qui est Génération S et Parti Socialiste. J'ai donc liké les pages de ces deux partis politiques. Jordan Bardella, Marine Le Pen, leur page personnelle. La République En Marche, la page de Christophe Castaner, la page d'Édouard Philippe. Facebook est devenu un terrain incontournable pour faire de la politique. Il n'y a pas d'homme politique qui ait une certaine visibilité médiatique qui n'est pas aujourd'hui une page Facebook pour communiquer directement auprès de ses militants et de ceux qui l'apprécient. Mais nous n'allons pas uniquement suivre des pages politiques. Dans la vraie vie, on se forge aussi une opinion en s'informant via des médias. Nous allons donc liker des pages de journaux, de sites d'infos, pour suivre la campagne des élections européennes. J'ai liké Libération, l'Humanité, Le Monde. J'ai aimé Le Monde, j'ai aimé Le Figaro, donc des médias traditionnels, mais j'ai aussi aimé des choses plus radicales, Français de souche, RT. Je me suis construit une espèce de kiosque de médias comme ça sur Facebook. Avec ces likes, Facebook commence déjà à nous catégoriser. Facebook, il va tenir compte de toute activité, de capter ces données-là pour définir effectivement un profil ou les contours de notre identité numérique sur sa plateforme. Pour ne pas risquer de fausser les résultats de notre expérience avec des profils trop marqués, nous nous sommes interrogés sur les pages qu'il fallait suivre. Quelqu'un qui est sur Facebook, il n'est pas sur Facebook que pour se faire une opinion sur les européennes. Donc, dans quelle mesure on peut liker des pages de chanteurs, d'acteurs, de films, de trucs comme ça? Il faut effectivement rajouter une partie culturelle, dans laquelle on va mettre effectivement quelques chanteurs, des auteurs de livres, des films. Nous décidons donc aussi de suivre des pages qui n'ont rien à voir avec la politique. Vu que c'est un profil aussi fictif, lui aussi a des goûts, donc il a des goûts en littérature, il a des goûts en cinéma. J'ai liké le Paris Saint-Germain, j'ai liké les frères Cohen, j'ai liké Nekfeu, enfin tout ce que les jeunes qui ont 20 ans, à peu près 20 ans et qui font leurs études à Paris, like globalement, rien de sensationnel. À l'arrivée, nos profils ont tous le même ratio de pages suivies. 40% de contenu politique, 60% de pages liées aux loisirs et à la culture. Ces premiers choix sont déjà déterminants pour notre identité numérique sur la plateforme. Ils vont nourrir à notre insu ce qui fait le cœur de la machine Facebook. Les algorithmes. Vous savez,
ces formules mathématiques très complexes qui décident secrètement de tout ce que nous allons voir, lire et rencontrer sur le réseau. Ce sont eux qui vont façonner notre identité numérique. La première action que vous faites, même si elle a l'air dérisoire, est un signal majeur envoyé à l'algorithme. Vos actions déterminent qui vous êtes dans cet univers-là, plus que l'identité que vous êtes. Et donc vos actions déterminent pour Facebook, petit à petit, l'idée qu'ils vont se faire de vous. Au-delà de l'identité que Facebook nous crée, tous nos likes vont avoir des conséquences sur les amis que la plateforme va nous faire rencontrer. Nos profils sont maintenant complets. Ils ont une photo, ils sont abonnés à des pages. Nos premiers amis, nous allons tenter de les trouver nous-mêmes, en faisant quelques demandes d'ajout classiques. Moi, je me demandais vraiment comment on allait avoir des amis. Donc j'ai commencé petit à petit à demander un peu quelques personnes en amis. Ma première demande d'amis, ça a été un petit événement pour moi. Je me suis dit, ça y est, c'est parti, je suis lancé. Je viens de lancer une dizaine d'invitations pour avoir des amis. Mais pour le moment, j'ai aucun retour. C'est un peu moins simple que ce que je pensais au départ. Pour la plupart des profils, ça se bouscule pas au portillon. Pas facile de se créer des amis numériques. Heureusement, Facebook a tout prévu. Le 18 mars 2019, soit moins de 3 semaines après le début de notre expérience, la machine va s'emballer. Le sticker ou le filtre. Alors, donc un filtre, c'est un décor autour de la photo de profil, une sorte de photomontage pour afficher un petit peu ses convictions. Des stickers, il y en a des milliers, du foot ou des petits chats. Il y en a même qui sont politiques. Donc j'ai cherché un petit peu et j'ai pas eu à chercher très longtemps parce que je suis... La plateforme le propose. Voyons si afficher sa conviction politique va titiller les algorithmes de Facebook. Donc je me suis dit que voilà, ça donnait un côté comme s'il y avait une vraie personne derrière tout ça. Et j'espère que ça va marcher. J'ai rapidement compris que c'était mon filtre qui avait eu beaucoup de succès. Chacun des profils va ajouter un sticker. Pour la plupart, les demandes d'amis se multiplient. À ce stade de l'expérience, nous constatons que Facebook nous cantonne à une sphère sociale politiquement définie. Des gilets jaunes pour la gilet jaune, des insoumis pour l'insoumise. Et avec le temps, cette tendance va s'accentuer. À partir du moment où j'ai eu ce filtre Renaissance, ça a tout changé dans mes demandes d'amis sur Facebook. Ça a complètement changé mon fil de suggestion d'amis. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu plein de gens qui m'ont demandé en ami. J'en ai à peu près entre 5 et 10 par jour. Et c'est passé comme ça, de moi qui ajoute aux gens qui m'ajoutent finalement, avec des fois 27 demandes par jour. Moi, je trouve ça limite flippant en fait, de me dire qu'il y a des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, puisque, encore une fois, je n'existe pas, je ne les ai pas rencontrés dans la vraie vie, qui me demandent en ami sur Facebook parce que j'ai ce sticker-là, parce que je m'affiche sur Facebook en tant que soutien de la France Insoumise. Ah ouais, j'ai que des gilets jaunes en proposition d'amis. Ce filtre devient présent dans toutes vos suggestions d'amis et donc vous savez que les personnes partagent les mêmes convictions que vous. C'était assez particulier comme expérience. Désormais, nous n'avons plus besoin de rechercher des amis. Facebook le fait pour nous. Tous les jours, chaque profil se voit proposer des suggestions d'amis. Et là encore, toujours de la même couleur politique. Le cercle est très petit en fait, j'ai l'impression, en tout cas dans ce que me propose Facebook, c'est-à-dire que maintenant on me suggère des amis, des personnes avec qui j'ai 40, 50 amis en commun. J'ai vraiment l'impression, enfin en tout cas ça donne l'impression d'un petit groupe fermé. Voilà. L'algorithme, sans le vouloir, mais va vous mettre en relation de plus en plus avec des gens qui non seulement partagent vos avis, mais les partagent même un peu plus que vous, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a une petite montée. C'est comme si vous augmentiez la température petit à petit, parce qu'en augmentant la température, on pense que ça va augmenter votre attention et augmenter votre partage. Très vite, Facebook m'a construit une identité. Très rapidement, c'est-à-dire qu'en 15 amis, Facebook estimait qu'ils savaient qui j'étais. Toutes mes suggestions d'amis, c'est des gens Rassemblement National. En gros, c'est
tous des gens avec qui j'ai déjà des liens, par les pages ou par les amis. Les 2 premières pages que j'ai likées en réalité sur mon profil, c'est le Paris Saint-Germain, Génération Est et Parti Socialiste. Et immédiatement, mes premières suggestions d'amis, ça a été des gens de Génération S. Et je me suis posé la question de pourquoi en fait, parce que finalement, Génération S, je suis allé vérifier, c'est 27 000 likes sur Facebook, le Paris Saint-Germain, c'est 37 millions. On ne m'a absolument jamais suggéré des fans du Paris Saint-Germain. Et c'est très simple à voir, c'est-à-dire que quand je fais défiler ma barre de suggestions, il y a des stickers Génération S, Envie d'Europe, etc., pour une Europe libre, etc. J'ai jamais vu un seul sticker du Paris Saint-Germain. Nous ne sommes plus demandeurs d'amis. Pourtant, Facebook continue à solliciter nos profils, en nous proposant des relations systématiquement de notre couleur politique. Son objectif, c'est de nous maintenir sur la plateforme le plus longtemps possible. Et il pense que la meilleure manière d'y arriver, c'est de nous présenter des personnes qui nous ressemblent. Quand vous rentrez sur Facebook, Facebook décide de vous mettre en relation avec d'autres personnes. Dans un premier temps, on peut croire qu'il vous met en relation avec des personnes qu'il pense que vous connaissez déjà. Puis ensuite, des gens qui ont un profil similaire au vôtre. Puis ensuite, des centres d'intérêt au vôtre. Pourquoi cet algorithme fait ça ? Pour créer autour de vous une sorte de communauté d'amis qui va faire que vous allez passer beaucoup de temps avec cette communauté-là parce que ce qu'elle va partager avec vous vous intéresse. Le but de Facebook, c'est de capter le plus possible de votre attention. Dernière étape de notre infiltration, rejoindre des groupes. Alors, par rapport au groupe, First, I joined many groups. C'est mon premier moyen de socialisation, c'est d'entrer dans des groupes avant que j'arrive à me faire des amis. Les groupes, c'est la fonctionnalité à la mode sur le réseau. Il s'agit d'espaces de discussion fermés sur des thèmes variés. Les chats, la pétanque, les recettes de cuisine. Mais aussi, et bien sûr, des groupes dédiés à la politique. Et là encore, c'est Facebook qui nous fait ses propres suggestions. Ça y est, je suis officiellement... Marine Martin est officiellement un membre du groupe Résistance Insoumise. Je suis rentré dans 3 groupes Génération S et 2 groupes du Parti Socialiste. I joined many groups that were supporting Republicans, for example, Soutien, Nicolas Sarkozy, groups that were supporting Republicans. Depuis quelques années, les groupes sont de plus en plus utilisés. Si on veut mener à bien notre expérience d'impact sur l'opinion, nous devons d'y entrer. Condition sine qua non, épouser les idées défendues par le groupe. Pour rejoindre certains groupes, ils demandent de répondre à quelques questions. Donc, j'ai eu à répondre à des questions. Soutenez-vous le RN, le Rassemblement national? Voulez-vous que Marine soit présidente en 2022? On me pose 2 questions. On veut savoir qui je suis et pourquoi je veux entrer dans ce groupe. En fait, c'est un peu comme dans une boîte de nuit avec un videur qui me demanderait pourquoi je veux intégrer la soirée. Sauf qu'en fait, là, c'est un débat. C'est pas une soirée. Et en fait, un débat, il y a forcément plusieurs opinions, il y a forcément plusieurs avis qui se confrontent. Et là, en fait, si je l'intègre, c'est uniquement pour rejoindre des personnes qui ont le même avis que moi. Comme pour nos amis, Facebook va donc amplifier nos choix. I have been only joining the Republican Facebook groups, and as you can see, I just opened up my Facebook page, and I'm only being suggested the Republican groups. Au début, j'étais membre de seulement des groupes phares, des groupes de gilets jaunes phares de Facebook. J'en ai rejoint en fait beaucoup. Il existe beaucoup de groupes de gilets jaunes, et Facebook me suggère quasiment exclusivement de rejoindre des groupes de gilets jaunes. Des groupes sans contradiction, qui vont dans un seul sens et qui vont jouer un rôle fondamental dans la polarisation que nous allons observer plus tard. Nous nous retrouvons à Sciences Po, lors d'un débat télévisé sur BFM. D'avoir accepté de participer à cet événement exceptionnel, la crise et après. Des semaines de tempêtes, de critiques contre le président, contre le gouvernement. Notre opération d'infiltration est bien lancée. Nous avons déjà fait un constat. Facebook a rapidement catégorisé et enfermé chaque profil dans une sphère sociale et politique.
Ce qu'on essaye de faire, c'est de mesurer comment est-ce que durant un débat politique, les choses vont être retranscrites sur Facebook. Cette grosse machine dont on ne comprend pas très bien comment elle fonctionne, est-ce qu'elle nous permet de mieux comprendre la politique ou est-ce qu'elle nous clive, est-ce qu'elle nous enferme? Comment est-ce que Facebook va nous montrer ce qui se passe? Et est-ce qu'il va nous montrer tout ce qui se passe? C'est justement la question qu'on se pose et qu'on va essayer de mesurer tout au long de l'expérience. Et tu vois souvent des trucs comme ça? En fait, je vois des trucs, mais bien pire que ça. Je vois vraiment... C'est dément. Dans la première partie de la fabrique de l'opinion, nous avons vu comment Facebook nous enferme socialement. Dans ce deuxième épisode, nous allons découvrir que le réseau joue sur nos émotions pour nous cloîtrer dans une bulle d'information. À ce stade de l'expérience, nous allons observer ce que Facebook donne à voir, lire et écouter à nos 6 profils. Tout se passe sur le fil d'actualité. Le fil d'actualité, c'est l'horizon absolu de ce que voit un profil sur Facebook. Ce fil d'actualité ne ressemble pas à un média classique. Les informations qu'on peut y consulter ne répondent pas à une ligne éditoriale et ne présentent pas l'actualité du moment. Chaque individu sur la planète a son propre fil d'actualité, qui ne ressemble pas à celui du voisin. Dessus viennent s'agréger des contenus. Ces contenus sont, en gros, pour faire simple, ce qui a été partagé par vos amis, ce qui est produit par les pages que vous avez décidé d'aimer et ce qui est produit dans les groupes auxquels vous adhérez. Tout ça est mélangé dans une tambouille algorithmique qui va faire remonter, descendre, apparaître ou disparaître certains types de contenus que je viens de citer à l'instant. Vont être privilégiés les contenus les plus viraux, c'est-à-dire ceux que vous allez partager le plus loin et le plus rapidement possible. Ces algorithmes-là organisent aujourd'hui l'ensemble de la conversation de Facebook et donc votre propre expérience de Facebook. C'est Facebook qui va décider, au final, ce à quoi vous allez être exposé. L'un des moteurs de ce nouvel écosystème médiatique, c'est la prime au contenu émotionnel et sans nuance. Depuis un mois, les fils d'actualité regorgent de ce type de contenu, quelle que soit la couleur politique du profil. Il est 21h12 et je tombe sur un post qui date apparemment d'il y a 10 heures, posté sur un groupe qui s'appelle Socio-Démo En Marche. Il y a écrit « Cette France que nous ne voulons pas ». Et cette France que nous ne voulons pas, c'est cette France-là, en fait, apparemment. On voit une dame vêtue d'une tenue entièrement voilée, intégralement, sauf qu'on remarque que la tenue n'est pas un voile, on va dire, comme on a l'habitude d'en voir, mais un voile gilet jaune. C'est le genre de publication qu'on voit immédiatement parce que c'est très visuel. Et là, on se dit, mais ça va quand même très loin. Il y a quand même des gens qui font des montages en mélangeant des thématiques qui n'ont absolument rien à voir avec de la religion, de la politique, des mouvements sociaux, tout ça mélangé dans un grand n'importe quoi en fait, où on se demande mais vraiment quel est le but. Je me suis dit que bon, peut-être que ceux qui avaient des comptes un peu plus extrêmes sur l'échiquier politique allaient avoir eux des choses très virulentes, très violentes. Moi je me suis dit bon, peut-être que je vais passer à côté, que c'est moins la ligne aussi de La République En Marche. Et en fait, non, il y a aussi vraiment des choses très violentes, très péjoratives, très dans la dévalorisation, même dans l'humiliation parfois, et ça, c'est très violent à lire. Ces posts émotionnels concernent tous les profils. Nos jeunes journalistes en voient passer quotidiennement, et ce n'est pas sans impact sur leur état d'esprit. Je vois toujours les mêmes choses apparaître, des publications anti-force de l'ordre qui sont très fréquentes, à l'appui de photos, de vidéos où on voit des blessures, du sang. Quand on lit tous ces commentaires et ces publications, quand on se déconnecte, on est juste dans un état de colère en fait. I was angry and I was emotional without even being conscious why. Susciter de l'émotion, de la colère chez les gens, c'est ça qui les retient et qui fait qu'on revient sur Facebook. Créer de l'émotion, de la colère chez les utilisateurs, cela a un but bien précis. On s'aperçoit que quand on joue sur nos réactions, plutôt que sur nos réflexions, sur nos émotions,
sur notre colère, sur l'outrance, sur la surprise, on est un peu plus actif sur Facebook en général. Plus, en gros, votre publication, ce que vous allez envoyer, va avoir une charge émotionnelle forte, plus vous allez avoir une réaction quasiment viscérale, donc immédiate. Vous allez rester beaucoup plus longtemps si vous êtes énervé par un contenu que si vous êtes confronté à une position médiane, mesurée, balancée. Là, on va avoir quelque chose qui vous touche tellement d'un point de vue émotionnel que oui, vous allez interagir. En gros, le succès d'un contenu pour Facebook dépend du temps que vous allez passer sur ce contenu, sur ce post, sur cet article, sur ce live. Le but de Facebook, c'est de capter le plus possible de votre attention pour vendre le plus possible de publicité. Et le chiffre d'affaires publicitaire est d'autant plus fort que l'attention qu'on porte est forte. Plus c'est émotionnel, plus ça appelle à votre émotion propre, plus d'une certaine façon il va être efficace économiquement. Vous l'avez compris, plus Facebook joue avec vos émotions, plus il gagne de l'argent. L'expérience a démarré depuis 6 semaines. Les jeunes journalistes passent entre 15 minutes et 1 heure par jour sur leur profil. Ils scrutent et décryptent tout ce qu'ils voient passer sur leur mur. Génération S publie à une cadence infernale. Je vois aucun post en fait qui pourrait un petit peu nuancer. Voilà encore un photomontage avec des moutons. En avant, les moutons jaunes. Et tous font le même constat. Facebook les enferme progressivement dans une bulle d'opinion qui commence à avoir sur eux un impact politique. People post the same things, they talk about the same things, and they encourage the same things. And when you do that day after day, that's going to change how you value things and how you interact with people and political content. Cette information que l'on appelle en silo est une conséquence directe de l'enfermement social que nous avons constaté dans la première partie de l'expérience. Quand Facebook proposait aux différents profils des amis ou des groupes ayant la même couleur politique. Il faut bien comprendre que suivre l'actualité via Facebook, c'est suivre l'actualité à travers un filtre affinitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que le contenu auquel vous allez être exposé est un contenu qui vous est partagé par des gens qui ont un lien fort avec vous. Un lien idéologique, un lien d'amitié, un lien politique. Au bout d'un moment, la bulle devient de plus en plus monolithique. 6 semaines après le début de l'expérience, cela va finir par avoir un effet sur les étudiants, pourtant avertis, y compris quand ils ne partagent absolument pas les idées politiques des profils qu'ils animent. Moi, je suis persuadée que le Rassemblement national va gagner parce que j'y suis dedans en ce moment, quoi. Tous mes amis Facebook là, qui sont là-dedans, ils peuvent pas penser autrement que ce qu'ils pensent. Et c'est vraiment flagrant à quel point la bulle conditionne leur regard. Facebook cherche à aller dans mon sens forcément, à me conforter dans mes idées, qui me confortent dans mon opinion personnelle et pas dans celle de mes voisins qui ne pensent pas comme moi. Au bout de quelques jours à scroller, à regarder mon site d'actualité sur Facebook, mais mon opinion elle va être complètement exacerbée. Ça ne fait que entretenir en fait cette haine envers le pouvoir actuel, envers le gouvernement. C'est là où j'ai l'impression que vraiment Facebook manipule ce qu'on pense. Si vous n'êtes exposé qu'à un seul type d'information, forcément vous allez vous ancrer, vous enraciner dans vos opinions. Si vous êtes en permanence avec quelqu'un qui a la même pensée que vous, etc., oui, c'est effectivement confortable, mais vous n'avez plus d'interaction. Vous allez même doucement, probablement, considérer que toute opinion adverse est une opinion marginale. Ça va même aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous vous enfermez tellement que vous risquez d'avoir un effet de nous contre eux. C'est bien l'une des contradictions de cette plateforme. Créée au départ pour se faire des amis, nous nous rendons compte que c'est bien souvent une machine à se fabriquer des ennemis. En fait, quand on se connecte sur mon fil Facebook et qu'on regarde les 5 premières actualités qui sont sur ce fil, on se rend compte qu'il y en a 4 qui sont en fait contre les adversaires politiques liés à La République En Marche. Donc c'est plutôt des messages qui sont
contre que pour. Il y a un ennemi commun, et c'est Macron. Une grosse majorité des posts que je vois passer, c'est contre Macron. C'est énorme. Un post sur 3, c'est un truc anti-LREM. C'est le grand ennemi du Rassemblement national, vraiment, sur les réseaux. Il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 jours, Raphaël Glucksmann a été nommé tête de liste du Parti socialiste. Dans les groupes qui parlent de cette nomination et qui mettent des commentaires en disant que c'est un opportuniste, qu'il n'a rien à faire là, que c'est le déclin du PS, etc. Chacun son ennemi. Pour le profil Gilets jaunes, ce sont Macron et la police. Pour La République En Marche, ce sont les Gilets jaunes et Marine Le Pen. Pour le Rassemblement national, ce sont les migrants et Macron. Et pour notre profil divers gauche, chez Hamon, l'ennemi c'est Glucksmann, et chez Glucksmann, l'ennemi c'est Hamon. Et parfois c'est extrêmement violent. J'ai vu principalement des posts autour de Sibeth Ndiaye, la nouvelle porte-parole du gouvernement. Des commentaires très désobligeants, notamment sur une photo où elle est en jaune et noir. Donc on l'appelle Maï à l'abeille, on dit qu'elle fait peur. Il y a aussi des propos racistes avec des images de singes ou retournant tes bananiers. Monsieur Macron, le fils de pute, t'aimes ça la cocaïne. Ah, il est beau le président français, putain de merde. Le Macron ça suffit de tout à l'heure, c'était plutôt soft. Ça, c'est plutôt la norme. Il y a quelque chose qui marche malheureusement très bien dans ces espaces réseaux sociaux et particulièrement Facebook, c'est être contre quelque chose, être contre quelqu'un. Ça fédère énormément. Facebook voulait mettre en relation les gens, mais en mettant en relation les gens, il a fragmenté la société. Des fragmentations culturelles, des fragmentations sociales, des fragmentations politiques. Ce qui devait créer finalement du commun a détruit le collectif. Il existe même des groupes qui n'ont qu'un objectif, démolir un adversaire politique. En général, nos infiltrés n'ont pas à les chercher très longtemps puisque les algorithmes de Facebook les suggèrent eux-mêmes. C'est le cas de Léopold, avec le groupe Info Violence Jaune. En fait, c'est un groupe que j'ai trouvé parce que Facebook m'a suggéré sur le côté de le rejoindre. En fait, jusqu'à présent, moi, j'avais surtout, on va dire, adhéré à des groupes dans lesquels on parle de LREM, c'était LREM Macron, des groupes où on parle de politique sur la politique. Donc, en fait, c'est hyper violent et c'est un groupe qui est fait limite pour en fait cibler les gilets jaunes. Les aigris jaunes, tu as tout raté dans ta vie, tu as foiré à l'école, tu as même raté tes examens d'urine. Rejoins les gilets jaunes. C'est très violent. Quand on est derrière son écran, on va pouvoir se permettre, dans une certaine mesure, de dire des choses que l'on dirait peut-être beaucoup moins dans la vraie vie. C'est-à-dire d'avoir des propos, par exemple, paroxystiques, donc très forts, qu'ils soient très violents ou très mielleux ou très décorrélés de la réalité. Ah ouais, mouvement des gilets jaunes pour Ingrid Levasseur, très amaigrie, il est vraiment temps que ça s'arrête. Un chat, très maigre, avec une perruque rousse. Je cite un commentaire qui représente bien la pensée. Irrespectueux pour le chien de le comparer à Ingrid. Pointer du doigt un ennemi, c'est raffermir sa communauté. C'est créer du lien avec les siens. C'est, encore une fois, renforcer un nous. Il y a lui, il y a eux, il y a ça, et il y a nous. Plus vous allez être dans ce cercle clos, plus ça va renforcer, et plus ce qui va être différent risque d'être rejeté, ou du moins non écouté, dans le meilleur des cas. Et donc il y a ce danger fort de déconnexion à un moment donné, de groupes multiples et fragmentaires à l'intérieur de Facebook, qui ne se retrouvent plus du tout, non seulement dans ce dont parlent les médias, mais également dans ce dont parlent les politiques. Et donc l'espace public, il est complètement fragmenté. Cette outrance et cette violence concernent quasiment tous nos profils. Les étudiants pourtant immergés dans l'expérience depuis près de 2 mois n'en reviennent pas. Ils commencent à mesurer à quel point chacun vit dans une réalité différente de celle de son voisin sur la plateforme. C'est hyper violent ça. Ouais. Bon, mais ça, je trouve que c'est léger encore. Ah, moi je trouve ça hyper violent. Mais ça, mais moi je suis habituée, là, c'est bon. C'est une mamie qui porte une hache et qui a un commentaire, il est où Macron, mais ça c'est... Est-ce que t'en as des comme ça? C'est horrible. J'ai pas ce genre de choses. Moi quand on parle des gilets jaunes sur mon mur,
C'est soit avec des articles pour dire qu'ils ont été condamnés pour des dégradations et tout le monde s'en réjouit, soit c'est pour parler d'événements qui arrivent. C'est bizarre parce que moi j'ai eu aucun post lié aux dégradations des Gilets jaunes. Moi j'ai que ça par exemple. Ouais, c'est étrange. Alors que pourtant elles existent les dégradations et pourtant aussi les revendications des Gilets jaunes existent aussi, mais toi tu les vois pas non plus apparaître sur ton fil, Jamais. j'imagine. Je m'attendais à ce que je vois aujourd'hui et c'est vrai que c'est édifiant parce que les articles ne sont relayés que quand ils vont dans le sens de ce qui veut être démontré. Ou... C'est très rare de ne pas avoir des commentaires qui ne soient pas racistes, islamophobes, des insultes vraiment graves à l'encontre des membres du gouvernement ou de Macron. C'est toujours très violent dans les commentaires. Toujours, toujours, toujours. Tout ça en fait ça crée un univers à la fois visuel très fort, un univers mental qui est renforcé par des messages qui viennent en fait appuyer des convictions qu'on a déjà. C'est vraiment une expérience mentale assez incroyable en fait quand je me balade sur ce profil. Si j'étais quelqu'un qui ne réfléchissait pas et qui n'avait pas un peu de recul, j'aurais pas eu l'occasion de sortir de ce schéma de pensée que je me suis moi-même créé en fait à la base. Il n'y a aucun article de médias officiel sur mon fil d'actualité. C'est vraiment une forteresse de pensées similaires et que je suis juste ultra confortée dans ce que mon profil factice pense ou pourrait penser. Une forteresse hermétique à toute contradiction. L'information classique produite par des professionnels est quasiment invisible, balayée par tout ce que Facebook choisit de pousser sur les murs de nos infiltrés. Facebook et les réseaux sociaux sont en train de bouleverser tout l'écosystème de la circulation de l'information aujourd'hui et la façon dont les humains, quasiment, ont de s'informer. Donc Facebook est un accélérateur de contenu, mais il n'accélère pas tous les contenus de la même façon. Ce qu'on constate sur Facebook, c'est que l'information, j'allais dire, professionnelle et rigoureuse est moins accélérée que d'autres contenus beaucoup plus émotionnels et beaucoup plus outranciers. L'information a quasiment perdu, je dirais, a perdu ses lettres de noblesse d'informer et d'éclairer les gens. En fait, Facebook n'éclaire pas. Une démocratie dans laquelle l'information n'est pas vérifiée, réelle, voire même traitée, laisse la place, je dirais, à une forme de totalitarisme de l'information. Autre constat, sur Facebook, tout se vaut. Difficile de faire la différence entre une information professionnelle et des avis de simples utilisateurs. Divertissement, conversation, canular, information sérieuse, tout ça est mélangé dans un même endroit. La parole a pris le même poids que l'on soit un expert, que l'on soit un professionnel ou que l'on soit quelqu'un qui n'ait aucune connaissance. Vous allez avoir des gens qui vont vous expliquer que la Terre est plate et qui vont avoir à peu près la même audience qu'un spécialiste de la NASA. À présent, nous voulons aller plus loin, au-delà de nos observations. Nous décidons donc de travailler avec des professionnels de la data et de l'opinion sur le web. Je suis Justin Poncet, je travaille sur les questions de réputation et d'opinion depuis un peu plus de 10 ans. Ma spécialité, c'est l'évaluation de l'opinion à travers ce qu'on appelle la social data. Justin Poncet, c'est le cofondateur du collectif Zeitgeist. Avec eux, nous allons constituer une base de données des posts que voient passer nos infiltrés. Base de données que nous allons étudier pendant 30 jours avec leur logiciel d'analyse. En fait, on a besoin de vous, on a besoin de vous et de votre travail et de votre contribution humaine. Vous allez lire le newsfeed de Facebook, vous allez être exposé à un certain nombre d'informations. Si vous qualifiez chacun 10 contenus par jour, on va avoir à peu près 2000 contenus qui vont être qualifiés. Quotidiennement, chaque infiltré va classer en différentes catégories les 10 premiers posts qui apparaissent chaque matin sur son fil Facebook. D'où vient-il? Qui l'a émis? Est-ce une info, un avis? En tout, une base de données de 2000 publications à analyser sur près de 30 jours. L'objectif? Vérifier si le sentiment d'enfermement vécu par les élèves est un simple ressenti ou une réalité statistique.
Un mois plus tard, le politologue du collectif Zeitgeist nous fait part des résultats de l'analyse de nos 2000 posts. Il confirme bien le ressenti des étudiants. On constate que les contenus qui sont proposés à nos 6 profils sont extrêmement spécifiques à chacun des 6 profils et il y a extrêmement peu de contenus qu'on retrouve parmi plusieurs de ces profils. La très grande majorité de ces contenus ne sont proposés qu'à un seul de ces profils. Concrètement, voilà ce que ça donne. Sur 2000 posts étudiés, 73 publications ont été vues par 2 profils différents. Ce post, par exemple, a été uniquement vu par les profils Divers Gauche et les Républicains. Aucun autre profil ne l'aura vu passer. 6 posts ont été vus par 3 profils. Celui-ci, par exemple, a été vu par les profils Divers Gauche, LFI et RN. Un seul a été vu par 4 profils. Ce post, sur le profil LR, Divers Gauche, LFI et RN. Tout le reste, soit 1920 publications, se répartit entre les 6 profils, sans qu'aucun de ces posts ne se retrouve jamais sur 2 profils à la fois. Chacun est donc bien dans sa bulle. C'est vraiment extrêmement frappant de voir comme l'algorithme de suggestion de Facebook, parce que la plupart des contenus qu'on voit sont suggérés par Facebook, sont poussés par Facebook, comment la plupart de ces contenus sont poussés de manière extrêmement spécifique à tel ou tel profil. C'est un petit peu comme si on vous mettait sur une grande place, sur la place du village, et qu'en fait on avait tracé des lignes au sol sur la place du village, et où on disait à chaque individu, toi tu restes dans le petit carré qui t'a été attribué, et tu n'as pas le droit d'aller dans le carré d'à côté où il y a quelqu'un d'autre. Et donc on rencontre jamais personne, on discute jamais avec quelqu'un d'autre. Les conséquences de ce cloisonnement vont nous apparaître d'une manière très claire à l'occasion d'un emballement de l'actualité. Priorité au direct parce qu'on a des images à l'instant de Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché il y a quelques instants. Le 15 avril à 19h, la cathédrale Notre-Dame de Paris est la proie des flammes. Oui, bonsoir Laurence, effectivement je me trouve à quelques mètres à peine de la Notre-Dame Cathedral. Les yeux et les caméras du monde entier sont braqués sur elle, comme le fil de chacun de nos infiltrés. Alors, cette semaine, l'événement marquant, c'était Notre-Dame. L'incendie de Notre-Dame. Alors je vais faire un point Notre-Dame parce que je pense que ça s'impose. Il y a plusieurs vagues de réactions. J'ai énormément de réactions sur mon mur, vraiment énormément. Voilà la conséquence de l'enfermement vérifié grâce à l'analyse des données faites par Zeitgeist. Vous avez une inclinaison idéologique d'un côté ou de l'autre, eh bien Facebook va vous donner les éléments de lecture de cet événement pondérés avec vos a priori idéologiques. Ça veut dire que chacun des usagers doit bien comprendre, et je ne suis pas certain que chacun le comprenne, qu'il est dans une bulle informative extrêmement dommageable pour son esprit critique. Est-ce qu'on croit ce qu'on voit ou est-ce qu'on voit ce qu'on croit? Eh bien, sur Facebook, vous voyez ce que vous croyez. L'incendie de Notre-Dame va être particulièrement martelé et instrumentalisé sur le profil RN. C'est ce que constate Mathilde dans la semaine qui suit l'événement. Avec Notre-Dame, il y a eu beaucoup de posts sur mon fil sur les actes christianophobes en France, où voilà, j'ai l'impression que c'était partout. Et en fait, je me suis dit, mais il y en a tant que ça. Et je me suis surpris moi-même à me dire, mais comment c'est possible qu'il y en ait autant et qu'on n'en parle pas? Et là, même chez notre étudiante pourtant rodée au mécanisme de la plateforme, Facebook a réussi à créer du doute. Avec une photo partagée par la page officielle du Rassemblement national. La page Rassemblement national a partagé une photo, c'était d'une église, je sais plus où, en feu, en mettant un message « Et encore, ça continue ». J'ai douté. Et je sais pas, ça a duré 2 secondes, mais c'était aussi parce que ça jouait sur la corde sensible de Notre-Dame, qui a quand même été un moment assez bizarre et où on était... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a touchée. Et je sais pas, il y a eu un espèce de...
de trucs autour de ça où voilà, je me suis surpris moi-même à douter avant de me rendre compte que, que c'était complètement con et que je ne voyais que ça. Très rapidement, Mathilde retrouve ses réflexes de journaliste et vérifie l'information. En fait, cette photo, elle date d'un incendie accidentel d'il y a plus d'1 an. J'ai trouvé ça parce que je suis allée vérifier en faisant une recherche inversée d'images sur Google. Un doute de quelques secondes chez Mathilde, pourtant totalement éloignée des thèses du Rassemblement national. À chaque fois qu'on va vous amener des éléments que vous allez simplement voir passer, sur lesquels vous êtes passif, ils vont néanmoins avoir un impact. Si vous le recevez une fois, vous pouvez douter. Si vous le recevez 100 fois, vous allez moins douter. Mais alors si vous le recevez 1 million de fois, pour vous, c'est la réalité. Et donc votre opinion va être construite sur ces flux d'informations. Plus vous allez penser que parce que vous avez des valeurs, vous n'êtes pas influençable, mieux ça va marcher. La prime à l'émotion bouleverse tous les codes de l'information et va jusqu'à altérer l'esprit critique, au point de mettre notre démocratie au défi. Il est clair qu'aujourd'hui, Facebook et d'autres réseaux présentent une véritable menace sur, les processus de socialisation politique. On est passé d'une ère où on était quand même socialisé principalement par la famille, par les parents, à une ère où aujourd'hui la socialisation politique se fait de manière très individualiste. Donc il n'y a plus ces moments d'échange. Le seul rapport que l'on a avec l'extérieur, c'est précisément l'information. Donc oui, l'information fausse, non vérifiée, qui ne serait pas fiable, a des influences, a des conséquences très très fortes sur la formation des opinions politiques et forcément qu'on se retrouve dans l'isoloir, dans le vote. Nous sommes à la fin du mois de mai. L'expérience dure depuis 3 mois et montre que nos profils sont enfermés socialement et dans une bulle d'opinion. Sur la plateforme, les groupes de discussion sont isolés, polarisés, voire radicalisés. Et les choses vont s'accélérer à 2 jours des élections européennes. Le Parlement de Strasbourg, les bureaux de vote ouvrent leurs portes en ce moment. Les Européens aux urnes pour renouveler le Parlement de Strasbourg. Les bureaux de vote ouvrent leurs portes en ce moment en France métropolitaine. On va y revenir. Également dans l'actualité, un nouvel incendie. Hi, my name is Jack Lynch and today is election day in France. Bonjour. Bon voilà, c'est le 26 mai. On est le 26 mai, c'est le jour des élections. Dimanche 26 mai 2019, c'est le jour des élections européennes. Depuis vendredi soir minuit, il est officiellement interdit de faire campagne en France. Plus de meetings, plus de discours, plus de sondages. La presse ne relaie plus d'opinion. Le temps est théoriquement à l'apaisement avant le choix. Théoriquement. Pour aller prendre un peu le pouls de cette élection, je suis allé voir sur Facebook ce qui s'y passait. C'est assez incroyable ce qui s'est passé là sur mon fil d'actualité. C'est la première fois que je me connecte depuis que je me suis réveillé. Toute la journée, j'ai été abreuvé, alimenté de messages politiques. Dans les 10 premiers posts, j'avais 9 posts qui avaient un caractère électoral. Sur Facebook, la campagne se poursuit de plus belle. Elle redouble même d'intensité. On peut pas dire que la campagne continuait, c'est qu'elle était plus puissante que jamais en fait. C'est la première fois depuis que je fais cette expérience, depuis que j'ai commencé cette expérience il y a 3 mois, que la campagne était aussi forte. Et depuis quelques heures, Marius observe une nouveauté sur son profil. On parle pas mal du Rassemblement national, bizarrement. On n'en parle jamais d'habitude sur mon fil d'actualité, et là on en parle. Pour la première fois, j'avais un ennemi très très identifié, qui était finalement le Rassemblement. Il y a moyen que ce que je viens de voir ce matin m'influence dans les bureaux de vote. Il est évident que cette fiction de on arrête la paix des braves quelque temps avant les élections pour essayer de réfléchir, se ressourcer, essayer de penser véritablement son vote, eh bien, à ce moment-là, tout ça n'a absolument aucun sens sur les plateformes sociales. La campagne électorale durera jusqu'à la dernière seconde sur Facebook. Cette prolongation non officielle et pourtant massive de la campagne électorale n'est donc pas sans conséquences sur l'opinion, et particulièrement chez les indécis. Ce qu'on observe en sciences politiques, c'est que l'électeur prend sa décision de plus en plus tardivement. Donc,
pour cette campagne européenne, on a pu observer que le vendredi, il y avait 65% des électeurs qui déclaraient être certains de leur choix. C'est peu. C'est-à-dire qu'il y a 35% des électeurs qui n'avaient pas fait leur choix. Donc ce qui réserve parfois des surprises. Mais ces 35%, imaginez qu'ils soient tous des usagers Facebook. Ça veut dire que pendant encore 48 heures, alors que les autres médias se sont éteints, on ne parle plus, on ne donne plus d'intention de vote, les sondages ont disparu, les débats n'existent plus, ça continue, je dirais même de manière, du coup, relativement... c'est plus amplifié sur Facebook, parce que c'est la seule caisse de résonance. Et c'est pas quelque chose d'apaisant pour la réflexion, ça n'est pas quelque chose, ça n'est pas un temps qui nous laisse prendre suffisamment de distance par rapport à ce moment fort de la vie citoyenne. Si on est en permanence connecté sur Facebook, la sérénité ne peut pas être au rendez-vous de l'acte de vote. Ça y est, c'est l'heure d'aller voter pour moi. Je me pose la question, qu'est-ce que cette expérience a pu changer dans mon vote? Donc, c'est parti. Le vote a commencé et sur Facebook, la campagne continue toute la journée. Nos infiltrés ne voient passer quasiment que de la politique. Et ils vont même faire une curieuse découverte. You can see that there is a lay election, c'est aujourd'hui. Tout en haut de mon fil Facebook, avant même de voir les publications de mes amis, j'ai un petit message de Facebook disant les élections c'est aujourd'hui, avec un petit mot, obtenez des informations sur le vote et dites que vous avez voté. La première chose que j'ai vue quand je me suis connecté sur Facebook, et ça arrive tout en haut de mon fil d'actualité, c'est aujourd'hui c'est le jour des élections européennes, dites que vous êtes allé voter. Immédiatement, en fait, à partir du moment où je me suis connecté sur Facebook, Facebook était politique. Facebook invite en effet tous ses utilisateurs à déclarer leur participation au vote, une première en France. À 18h30, plus d'1 million d'utilisateurs avaient répondu. Difficile de connaître le but de ce sondage en temps réel. Néanmoins, cette initiative souligne l'intérêt croissant de Facebook pour la politique. Ça remet en cause profondément, pour ne pas dire totalement, le principe de l'acte personnel et anonyme. Pourquoi demander cette information ? On sait qu'elle peut mettre en péril, d'une certaine manière, non pas le jour du vote, la démocratie dans ce pays, mais ça a des effets à long terme. Si vous laissez la possibilité d'exploiter ces informations, je trouve que les règles du jeu démocratique ne sont pas totalement respectées et on n'attend pas de Facebook qu'il soit un acteur de ce dérèglement démocratique. Je crois qu'il n'y a pas besoin de rajouter du désordre aux démocraties qui, aujourd'hui, sont quand même mises sous tension. C'est donc le chiffre de cette fin d'après-midi, 52% estimation de la participation aux élections européennes. En France, c'est une estimation pour 20 heures, Bernard Sananès, ce qui voudrait dire que sur la journée, finalement, un peu plus d'un électeur sur deux se serait rendu aux urnes. Tout à fait, plus... Ces résultats. Il est 20h en tête ce soir, c'est le Rassemblement national avec 23,2%. Les Républicains... Après 3 mois d'enquête, l'infiltration touche à sa fin. Nos jeunes journalistes commencent à tirer des leçons de cette expérience. Bonsoir Sébastien Chenu, vous êtes le porte-parole du Rassemblement national qui arrive en tête. Ça m'étonne pas, c'est terrible, mais ça m'étonne pas du tout. On les a pas forcément vus dans la rue, le FN, mais en ligne, ils étaient ultra présents, quoi. Je m'attendais à ce que le score de LREM soit beaucoup plus bas. Ce décalage entre ce qu'on voit en ligne et la réalité, c'est hyper effrayant quand on se rend compte qu'on en est aussi un petit peu victime, alors même qu'on a tout le recul nécessaire durant l'expérience. En fait, c'est limite, je me sens un peu bête. C'est-à-dire que maintenant, je me rends compte en regardant les résultats que j'étais pris dans une bulle. Ce que je voyais, c'était Génération S va tout éclater. Et effectivement, là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont fait un score 2 fois moins gros que celui de Place Publique et du Parti Socialiste. Et donc je me dis, en fait, j'étais pas dans une bulle de la gauche. J'étais dans une bulle, dans la bulle de la gauche, carrément. C'est-à-dire que j'étais dans la bulle Génération S et j'ai rien vu venir. C'est beaucoup plus fourbe et beaucoup plus puissant que ce que j'imaginais. C'est-à-dire qu'on est complètement à côté de la plaque quand on est sur Facebook.
the last 3 months taught me that even if you're not really political, if you spend a lot of time on Facebook, you're going to become more political. For example, I'm not French, and I felt this connection with my party, and that's scary that my mind felt that way. Quand on se déconnecte et qu'on ferme la fenêtre, on se dit qu'est-ce que j'ai retenu? Bon en fait j'ai retenu un photomontage assez violent, une caricature, et en fait le débat il n'est pas si présent, quoi. Après ces 3 mois que vous avez passé à faire cette expérience sur Facebook, vous allez rester sur Facebook? Alors? It's going to sound like an addict, what I'm about to say, but I plan to quit Facebook someday. Really, the last 3 months, and I mentioned this in a previous interview, I don't feel good on Facebook. Every time I had to go onto my profile and scroll, I didn't like how I felt, and I like what I saw. Au terme de notre enquête, nous avons sollicité la direction de Facebook à Paris pour lui présenter le résultat des observations de nos infiltrés et obtenir un commentaire. Personne n'a souhaité réagir. Notre démarche n'a pas la prétention d'expliquer toutes les raisons du vote ou de faire un lien définitif entre ce qui se passe sur Facebook et ce qui surgit des urnes. Personne ne saurait faire cela. Elle montre en revanche qu'aujourd'hui, il est impossible de nier l'importance qu'a prise le premier réseau social au monde dans le processus de choix électoral et de formation de l'opinion. Au même titre que la famille, l'école, les médias, Facebook fait désormais entièrement partie de ce qui forge une identité politique. Mais il le fait en dehors de toutes les règles jusqu'ici établies et acceptées. Nos démocraties n'ont tout simplement plus le droit de l'ignorer. Il est clair qu'aujourd'hui, Facebook et d'autres réseaux présentent une véritable menace sur, les processus de socialisation politique. Et n'oublions jamais que ces processus de socialisation politique sont fondamentaux au plus jeune âge. Et donc, ce que l'on a accumulé à 16, 17, 18, 19 ans constitue un socle qui construit véritablement un individu sur le plan politique. Pour beaucoup, la propre expérience que vous avez de Facebook, c'est plusieurs heures par jour. C'est votre information, c'est votre conversation, c'est votre influence, c'est votre divertissement. Il me semble qu'il est extrêmement important de savoir comment ça s'organise. Ce que disent les juristes américains, en gros, c'est que Facebook détermine les rules of speech, donc les règles du discours, les règles du dialogue de milliards de personnes autour de la planète. Ce qui est assez effarant, c'est qu'évidemment le credo central de Facebook, c'est de relier les gens et de vous faire des amis. Je crois que sur ces 2 missions, il échoue. Ce qui fait qu'on vit ensemble, qu'on a une société, c'est qu'on partage des choses en commun. Si chacun a sa propre réalité alternative, comment est-ce qu'on fait société? Comment est-ce qu'on se parle? Comment est-ce qu'on crée des ponts entre des bulles qui sont toutes hermétiques les unes par rapport aux autres? Ce qui fait une société, c'est les échanges, c'est la confrontation des idées. Malheureusement, Facebook ne favorise pas ça. On perd totalement prise, d'une certaine manière, avec la réalité d'une campagne. Une campagne, c'est un débat d'idées. Et donc, si on ne peut pas engager ce débat d'idées, mais on est dans un phénomène extrêmement auto-enfermant, circulant dans sa propre communauté, on n'est pas dans une campagne. Je pense qu'il faut qu'on ait confiance dans notre démocratie. Par contre, il faut aussi être ouvert à des réflexions sur des évolutions. Faut-il avoir des évolutions institutionnelles, des évolutions politiques qui soient en prise avec ce qu'est aujourd'hui la société, ce qu'est aujourd'hui le système informationnel? Encore une fois, nos institutions politiques ont été pensées dans des conditions extrêmement différentes, mais elles ont été pensées pour résoudre les problèmes de l'époque. Et donc aujourd'hui, on doit sans doute être capable de penser des institutions politiques capables de résoudre les problèmes d'aujourd'hui dans les conditions d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, en 2019, légitimer Facebook en disant il y a des effets pervers, mais vous voyez, dans l'ensemble, c'est pas pire ou pas mieux qu'avant, ça me semble être un argument, mais d'une escroquerie intellectuelle profonde. Sur un moment
où on nous parle d'une déconsolidation démocratique dans un grand nombre de pays, si on ne s'interroge pas sur une communauté virtuelle, mais qui fait de la politique, je crains qu'on passe à côté d'un train qui, dans 5, 10, 15, 20 ans, nourrira un très grand nombre de regrets. Le moteur de Facebook, la façon dont les choses se partagent, la façon dont les contenus s'organisent, c'est un impact collectif parce que ça organise le débat public et l'espace public. Eh bien, quand on a une responsabilité aussi forte, quand on a un pouvoir aussi fort, des grands pouvoirs, ça implique des grandes responsabilités. Donc oui, moi je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra qu'une autorité ou plusieurs autorités se penchent sur la façon dont ça s'organise. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il faut garder à l'esprit que Facebook n'est qu'une entreprise commerciale, dont l'objectif est commercial. Mais c'est une entreprise commerciale qui a un rôle politique. Et ça, c'est un problème, c'est une question qui inquiète, évidemment. Parce est-ce qu'on peut laisser aujourd'hui la fabrique de l'opinion, et donc du citoyen, électeur, est-ce qu'on peut laisser cet espace à une entreprise commerciale? C'est une question qui se pose.